Né en Haïti, mon invité a déménagé au Québec avec ses parents à l'âge de 8 ans. Ingénieur de formation et entrepreneur dans l'âme, il est directeur de sa propre compagnie. Il se fait un devoir de redonner à sa communauté et d'aider le développement et l'implantation d'entreprises dans son quartier, le quartier Saint-Michel. Mon invité, Franz Saint-Elmy. Merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Nous sommes au 3737 Crémazie-Est. Donc, c'est l'édifice à vitres bleues que vous voyez au bord de la métropolitaine. Donc, c'est un écosystème qu'on a créé il y a une couple d'années. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce lieu? Ben, c'est un écosystème de création. Donc, ça se veut un lieu de création d'emplois, de création de nouvelles entreprises. Mais c'est un endroit qui est symbolique pour la communauté haïtienne, parce que la particularité du 3737, c'est que la grande majorité des entreprises sont des fondateurs et acteurs d'origine haïtienne. Donc, c'est vraiment un écosystème de développement d'entreprises axé sur les communautés culturelles, plus principalement la communauté haïtienne. Comment vous vous sentez, puisque vous êtes président ou fondateur même de ce groupe 3737 et d'une façon personnelle à Saint-Michel? En fait, pour moi, c'était un devoir. Donc, je suis rendu au stade de ma carrière professionnelle que c'était la bonne période de partir un mouvement ou de partir quelque chose qui pouvait avoir des retombées beaucoup plus grandes que pour moi personnellement. Donc, Saint-Michel, c'était ma terre d'accueil quand je suis arrivé ici au Québec. Alors, pour moi, c'était un très bon endroit, mais c'est aussi, Saint-Michel est extrêmement bien situé. Il y a une diversité culturelle qui gagne à être connue. Mais c'est aussi un quartier de transition. Et pour moi, je voulais changer cet aspect-là parce que la plupart des gens qui arrivent dans Saint-Michel, il y a un taux de roulement qui est assez élevé. Ils ne restent pas. Pour plusieurs raisons. Donc, moi, j'ai décidé de contribuer à ma façon pour essayer de changer la donne et aussi de redorer l'image un peu qu'a Saint-Michel parce que quand on associe Saint-Michel, on y associe beaucoup avec le phénomène de gang de rue. Et comme j'y ai vécu moi-même, j'ai cru que c'était important de faire quelque chose par rapport à cette image-là. Donc, le côté entrepreneuriat, c'est un côté qui est rassembleur. Donc, c'est ça. Plus jeune, quels étaient vos intérêts à l'école? Ben, je dois vous avouer que j'étais intéressé par tout ce qui était histoire. L'histoire me passionnait. Les sciences aussi me passionnaient. Tout ce qui était, ce que je peux dire, des sujets où est-ce que il y avait une historique, que ce soit une historique scientifique ou une historique communautaire ou humaine, ça m'intéressait. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, comme vous avez expliqué, vers vers la science directement, la science biologique? Ben, des fois, c'est pas aussi réfléchi qu'on l'y pense. J'avais des aptitudes dans le sport, des aptitudes dans la littérature, l'histoire, mais aussi des aptitudes en mathématiques et physique. Alors, j'ai décidé de suivre mon instinct et d'aller vers des aptitudes scientifiques. Et plus tard, plus à l'université, ça s'est concrétisé plus aller vers l'ingénierie de technologie. Et encore une fois, plus tard, ça s'est spécialisé encore. Il y a une spécialisation dans les semi-conducteurs. Donc, c'est pas vraiment stratégique ou calculé. J'ai juste trouvé une voie qui m'intéressait et j'ai décidé d'aller m'approfondir plus. Vous avez choisi de faire vos principales études aux États-Unis. Pourquoi donc? Il y a quelques raisons. Principalement, je voulais approfondir ma connaissance de l'anglais et je voulais aussi me challenger. Si tu vas étudier ou tu vas te développer dans un domaine, mais je voulais être parmi les meilleurs et pour moi, c'était une opportunité
de me retrouver dans les meilleurs environnements où est-ce qu'il y a un écosystème qui est spécialisé, surtout dans les semi-conducteurs. Mais qu'est-ce que ces études faites à l'étranger vous a apporté d'une façon personnelle? Mais vous savez, les États-Unis, tu sais, il y a un anglicisme qui dit « think big ». Et on ne le vit pas tant aussi longtemps qu'on n'y est pas. On peut pas revoir cette capacité de voir grand sans y être. Et quand j'y étais, effectivement, en faisant mes études au MIT à Boston, tu réalises que tout est possible. Donc, le monde est à tes pieds et aussi tu es entouré des meilleurs de la planète. Alors pour moi, c'était une opportunité de voir grand, de voir d'autres horizons que je ne pouvais pas voir ici. Quelle transformation avez-vous pu observer dans le domaine de l'ingénierie durant les dernières décennies? Mais moi, ce qui m'est le plus marquant, c'est que l'ingénierie, les technologies plus particulièrement, c'est une capacité de rassembler. Donc, les compétences n'ont pas de couleur, n'ont pas d'odeur, n'ont pas de race, n'ont pas de religion. Donc, si vous allez, par exemple, dans un endroit comme la Silicon Valley, où est-ce que c'est un endroit où est-ce que toutes les grandes entreprises, tous les grands nouveaux développements au niveau technologie se passent, c'est les Nations Unies. Donc, on réunit que ce soit du monde asiatique, du monde arabe, du monde américain, européen, c'est africain même, c'est vraiment un melting pot. Et pour moi, ce que je trouve phénoménal à travers ça, c'est que ça ouvre des portes à de l'innovation qu'on n'y pensait pas. Je vous prends un exemple. L'exemple de ce qu'on appelle le phénomène de Big Data. Vous pouvez imaginer des entreprises comme Uber ou comme Airbnb qui carrément deviennent des unicornes, changent une industrie complète. Donc, l'industrie du taxi, du transport et l'industrie de l'hôtellerie. Donc, sans posséder de voiture, de transport ou d'hôtel. Alors, et pour ça, ce sont des gens qui, pour eux, ne voyaient pas de barrière et qui voyaient cette opportunité-là utiliser le data, l'information que des gens de tous les jours qu'on donne volontairement sur des sites Internet et utiliser ça à bon escient. Donc, pour moi, cette transformation-là, au fil des années, est passée d'une période où est-ce que c'est brick and mortar, tu sais, où est-ce que c'est infrastructure, structure géante, avec un ordinateur ou même un téléphone cellulaire, on peut changer le monde. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. La profession d'ingénierie a été malmenée durant les dernières années, surtout au Québec, entre autres à cause de scandales politiques. Que doit-on faire pour redorer le blason de cette profession? En fait, il faut faire une distinction parce que le domaine des technologies, en fait, l'ingénierie, il y a beaucoup de types d'ingénierie. Des ingénieurs de structure, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs génie civil, mais aussi il y a des ingénieurs électriques, des ingénieurs de télécom et des ingénieurs électroniques, comme je suis. Donc, il y a une grande différence. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Les scandales que vous référez, parlent plutôt dans le domaine du génie civil. Effectivement, il y a un fléau, mais ça, malheureusement, il y aura toujours des individus dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quelle industrie qui vont entacher de par leurs actions une profession. Mais la profession du génie civil, c'est une profession extraordinaire et ce sont des gens fiers qui sont régis par un ordre d'éthique. Les ingénieurs civils, généralement, vous pouvez les voir avec leur bague qui sous-entend leur code d'éthique. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à court terme à part que les ingénieurs, surtout les ingénieurs civils qui sont propres et qui sont honnêtes, continuent à faire ce qu'ils font actuellement. Le groupe 3737 a fait des dons, entre autres, à la Maison d'Haïti, à la persévérance scolaire, ce qu'on appelle le Fonds 1804. Est-ce important pour vous de faire tout ça? C'est extrêmement important. En fait, vous savez, en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité sociale. La force d'une économie, c'est la force
sociale aussi. Donc, elle est très directement liée à sa force sociale. Et donc, pour nous, nous sommes des acteurs clés dans le secteur, mais aussi dans notre environnement, et supporter les causes qui vont, bien sûr, dans le cadre de notre philosophie à long terme, c'est extrêmement important. Donc, le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, peut imaginer quelle entreprise peut fonctionner sans une bonne relève, sans une relève forte. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui se sont perdus très tôt dans le processus scolaire parce qu'ils sont mal encadrés. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est un devoir de contribuer parce que ces jeunes-là, moi aussi, je suis passé par là. J'ai eu des épisodes où est-ce que c'était pas facile, c'était pas évident. Donc, j'ai eu l'encouragement de quelques personnes autour tout au long de mon parcours. Donc, la persévérance scolaire, c'est essentiel. Mais si on regarde, par exemple, la Maison d'Haïti, une communauté forte, c'est une communauté qui est ressourcée, qui s'autofinance. La Maison d'Haïti, malheureusement, elle est parfois mal financée. Et pourtant, elle offre des services à une panoplie de communautés, à beaucoup de gens de notre communauté, mais elle est mal financée. Donc, si on regarde dans le processus de véhiculer les valeurs haïtiennes, de dorer l'image de la communauté haïtienne, ben, la Maison d'Haïti doit être une institution forte, comme la Perle Retrouvée doit être forte aussi. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre entreprise SMGT? SMGT, c'est un spécialiste de développement, de conception et de développement de microchips. Donc, on se spécialise dans les microprocesseurs qui sont utilisés, que ce soit dans les domaines comme l'automotive ou dans les téléphones intelligents ou des produits comme qu'on appelle l'Internet des objets, des objets de tous les jours. Donc, on développe ces produits-là et on travaille en partenariat avec des entreprises qui ont ces besoins-là et on travaille avec eux pour la mise en marché de ces types de produits-là à travers le monde. Est-ce que votre intégration professionnelle dans la société québécoise a été facile? J'ai jamais vu vraiment d'obstacles. Il y en a, mais je les ai jamais vus, en fait. Pour moi, je me sens bien intégré dans ma société d'accueil. Et c'est sûr qu'au cours de mon parcours de vie, il y a eu des hauts et des bas, mais au niveau de l'intégration, une fois que j'ai maîtrisé la langue et j'ai compris la culture, ça a très bien été. Okay. Vous êtes aussi père de famille. Comment ça se passe, la conciliation travail-famille? En fait, le secret, c'est d'avoir un support extraordinaire. J'ai une femme, Vicky Joseph, qui est mon amie, ma partenaire d'affaires, qui est mon épouse et la mère de mes 3 enfants. C'est une femme extraordinaire, c'est une entrepreneure sociale, c'est une designer, c'est une personne motivée, mobilisée. Donc, j'ai un support extraordinaire. Donc, quand on parle de Franz Saint-Elémy, mais on parle de l'équipe Franz Saint-Elémy, et l'équipe Franz Saint-Elémy inclut vraiment Vicky Joseph, qui est une femme extraordinaire. Elle a une force de caractère qui me permet, moi, de ne pas avoir à me soucier de ce qui se passe à la maison ou ailleurs quand je ne suis pas là. Quelles sont vos ambitions? À court terme, c'est d'essayer de donner vraiment une ligne directive à notre communauté d'affaires pour voir grand et voir toutes les possibilités qui peuvent être autour de notre développement économique. Donc, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau art et culturel, mais voir les opportunités. À court terme, c'est d'aider à la création de nouvelles entreprises. Donc, c'est aussi d'aider à des jeunes entrepreneurs qui ont intérêt à se lancer en affaires, de prendre le risque. À plus long terme, qui sait, peut-être que Saint-Michel pourrait être l'endroit où le prochain Facebook ou le prochain Google a été commencé. Et quand les gens me parlent de misère en Haïti, moi, je n'ai pas vécu la misère en Haïti. J'avais un plaisir fou quand j'étais plus jeune.